Désirez-vous que je fasse la lecture des consignes en anglais ou en français? Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de cette présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et puis ainsi débuter. Bon après-midi à vous. Mon nom c'est Sabrina Lapierre. Je suis professionnelle senior en fiscalité chez Ernst & Young ici à Dieppe. Je suis une ancienne de l'Université de Moncton. J'ai aussi passé par les jeux du commerce. Pour moi, aujourd'hui, c'est intéressant de vous trouver de l'autre côté. J'ai hâte de voir votre présentation, puis je vous souhaite bonne chance pour la poursuite. Bonjour, mon nom c'est Pauline Baudou. Je suis chef d'équipe senior en fiscalité avec Ernst & Young, ici à Dieppe. Bonne chance avec votre présentation. Merci. Bonjour, mon nom c'est Pierre Leblanc. Je suis chef d'équipe en fiscalité avec un autre bureau en Vélizy-à-Dieppe, bureau Albert-Savoie. Je suis aussi un ancien de l'Université de Moncton, fait que j'ai participé au jeu du commerce dans mon temps. Ça fait que je sais c'est quoi que vous êtes en train de vivre présentement. Fait que je vous souhaite une bonne présentation. Donc, bonjour, Madame la bricoleuse. Nous sommes ravis de savoir qu'encore une fois cette année, vous avez fait confiance au groupe fiscaliste AJB. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Jonathan Strasbourg, Vincent Gauthier, moi-même Annabelle Boucher, afin de répondre à vos diverses questions d'ordre fiscal. Sachez que pour nous, une bonne planification fiscale consiste à maximiser les 3D sans toutefois impliquer les 2E, c'est-à-dire qu'on va chercher à déduire, diviser et différer la facture d'impôt à payer, sans toutefois engendrer d'évasion ou d'évitement fiscal. C'est sur ce principe que nous avons planifié la rencontre d'aujourd'hui qui se déroulera de la façon suivante. Je n'arrive pas à changer. Excusez. Donc, nous allons tout d'abord analyser les situations possibles pour la vente de votre entreprise Aqua Inc. Donc, on voulait comparer la vente d'actions, la vente d'actifs. Nous émettrons par la suite quelques recommandations afin de, quand vous avez mentionné vouloir créer une nouvelle société. Puis, nous allons ensuite enchaîner avec l'estimation de l'impôt à payer, tant au niveau de la société qu'au niveau personnel. Si, lors de la présentation, nous utilisons des acronymes ou des expressions qui vous sont inconnues, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les prendre en note. Il nous fera plaisir de répondre lors de la période de questions consacrée à cet effet. Donc, pour débuter, vous nous avez demandé là, c'est laquelle des meilleures options entre vendre des actions ou vendre des actifs. Donc, on a analysé les avantages et les inconvénients pour les deux options. Donc, premièrement, pour la vente des actions, lorsqu'on regarde les avantages, évidemment, il y a la possibilité d'utiliser la déduction pour gain en capital accordée lorsqu'on vend des actions admissibles de petites entreprises. Je ne rentrerai pas dans les détails tout de suite, à savoir là, si on respecte les critères, mais mon collègue va en parler prochainement. Puis, comme deuxième avantage, la sortie de fonds, en fait, la transaction se fait à l'extérieur de l'entreprise. De sorte que c'est vous, madame, qui allez encaisser le montant sous forme de gain en capital, étant donné la nature de la transaction, une vente d'actions. Un autre avantage, c'est que la transaction est simple à faire au niveau administratif. Puis aussi, si c'est un avantage pour vous, ça vous permet là, de vendre tous les actifs. Étant donné que vous nous avez dit là, que vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, mais on n'était pas trop certain si c'était dans quelle activité, si c'était similaire ou non, on s'est dit que peut-être c'était plus avantageux pour vous de les vendre ou de les conserver. On verra par la suite. Puis un des inconvénients majeurs, c'est le fait que l'entreprise ou Fishnet qui va acquérir vos actions, en fait, elle hérite du passé, puis des risques là, accompagnés liés avec la société. En fait, c'est que la transaction se fait à l'extérieur, donc vous ne serez plus actionnaire, puis il y aura un transfert de propriété, ce qui fait en sorte que Fishnet, elle n'aime pas là, acquérir les risques, puis elle est déjà là, pas très favorable à cette option-là, fait qu'elle sera plutôt là, elle tendra à offrir un prix inférieur à la juste valeur marchande là, pour compenser là, cette distorsion-là. Puis évidemment, lorsque vous allez faire la transaction, ça se fait d'un coup, donc ça serait généralement, ça va être un grand montant que vous allez recevoir, donc un grand montant d'impôts à payer là, au bout de l'année. Cependant, si on regarde les avantages et les inconvénients pour les actifs,
ils se contrebalancent un peu. Donc, les avantages, bien, puisque l'entreprise Fishnet, elle n'hérite pas des risques ni du passé de l'entreprise, elle sera portée à peut-être payer un peu plus cher que la juste valeur marchande, parce que justement, c'est ce qu'elle recherche. De notre côté, ça permet d'augmenter les attributs fiscaux puis le CDC de l'entreprise. Par des CDC, on entend le compte de dividendes en capital, puis ce compte-là, ça vous permet de retirer libre d'impôt des dividendes. Puis le compte, en fait, il est composé du 50% du gain en capital qui n'est pas imposé. Donc, lorsque vous allez vendre vos actifs, si vous faites un gain, seulement 50% va être imposable au niveau de la société. Puis l'autre 50%, il va augmenter le CDC. Fait qu'au bout du compte, vous pourriez sortir plus d'argent libre d'impôt. Cependant, ça vient avec un inconvénient. Vu que la transaction se fait au sein de l'entreprise, pour retirer l'argent, il va falloir faire une sortie de fonds sous forme de dividende, qui est moins avantageux que le gain en capital, puisqu'on n'a pas le 50% de déduction. Cependant, on a un autre avantage avec les actifs, c'est que ça permet de différer l'imposition sur plusieurs années. Alors, en effet, si vous voulez, en fait, vous nous avez fait part là, que vous ne voulez plus opérer cette entreprise-là, cependant, même si on vend les actifs ou on en conserve quelqu'un ou on en roule certains, l'argent qu'on conserve au sein de l'entreprise peut être sorti sous forme de dividende selon vos besoins au cours des prochaines années. Fait que ça contrebalance un peu le désavantage lié à la vente des actions, puisque justement, vous n'aurez pas un gros montant d'impôt à payer si vous le désirez, évidemment, puisqu'on va pouvoir le différer l'impôt sur plusieurs années. Pour encadrer, est-ce que mon collègue mentionnait un peu sur la vente d'actifs, vente d'actions, je vais peut-être plus continuer un peu sur l'aspect un peu plus quantitatif de la décision qui va s'imposer. Tout d'abord, comme mentionné, la vente d'actifs, c'est plus une imposition au niveau de 2 paliers. Il va y avoir une imposition au niveau de la société sur les gains capital, les récupérations d'amortissement, ainsi que les gains sur disposition des mobilisations admissibles. Et également, il va y avoir, ensuite de ça, il va y avoir une imposition sur vous, personnellement, lorsque vous allez sortir les dividendes, comme il va si bien mentionné. Par contre, les impacts monétaires à vérifier, en fait, les effets, les items qu'on doit regarder de plus près lorsqu'on choisit cette option-là. Tout d'abord, le montant qu'on va recevoir pour les actifs devrait être ajouté à l'encaisse. Donc, c'est un montant qu'on va recevoir. Ensuite de ça, on va pouvoir qu'on calcule l'imposition au niveau de la société pour pouvoir la payer et même toutes les dettes. Donc, payer les dettes complètes de la société. Ensuite de ça, la balance, en fait, là, pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, donc on va faire, mettons, une liquidation complète. Donc, on va verser un dividende, pas verser, en fait, on va faire le calcul avec un dividende réputé, donc une liquidation. Donc, le dividende sera versé là, même à vous. Donc, vous allez devoir vous imposer ce dividende complet auquel on va sortir un peu l'investissement que vous avez fait initialement. Comme mon collègue vous a mentionné également, il va y avoir un gain capital généré sur la vente des actifs pour générer un compte de dividende en capital. Donc, ce montant-là va pouvoir venir déduire en fait le dividende imposable que vous allez recevoir. L'impôt en mer remboursable au titre de dividende, pourquoi nous l'avons inscrit là, en fait, puisque lorsque vous allez verser les dividendes, donc un montant de 38,3% vous sera retourné à titre de remboursement au titre de dividende. Présentement, le solde de l'IMRTD comptait, je ne me trompe pas, 62 000 $ au fin de l'année dernière. Donc, là, ce sera un montant qu'il va falloir planifier donc, dans notre encaissement net. Possibilité d'impôt, mais en faire différer l'impôt, c'est exactement ce que mon collègue a mentionné. Donc, reporter l'impôt sur plusieurs années selon vos besoins à vous là, pour pouvoir diminuer à chaque année l'imposition. Au niveau de la vente d'actions, en fait, là, vous avez mentionné vouloir vendre les actions, vous jugez que c'est l'option la plus avantageuse pour vous. Par contre, Fishnet n'est pas intéressé à 4 actifs dont vous détenez dans la société. Tout d'abord, il y aurait le bâtiment, le terrain, l'équipement, ainsi que bâtiment, terrain, équipement, ainsi que 2 véhicules, merci. Ensuite de ça, dans le fond, il faudrait sortir ces équipements-là avant de vendre les actions. Donc, il y aurait 2 choix qui s'offrent à vous. Tout d'abord, il y aurait la possibilité de vous les verser à vous sous forme de dividendes en nature. Par contre, ceci, c'est un choix qui implique des implications fiscales. Donc, ce serait des dividendes que vous imposez sur un montant. Donc, ce n'est pas vraiment une solution qu'on envisage. La prochaine serait probablement, c'est sûr que vous vouliez, mon collègue vous a mentionné, partir d'une société. C'est sûr que vous aurez besoin d'un terrain, d'un bâtiment ou même des véhicules pour pouvoir opérer cette opération-là. Donc, ce serait sûr. Donc, vous pourriez rouler ces actifs-là à l'extérieur. Donc, vous pourriez faire une manœuvre fiscale, en fait, de vous créer soit une société de gestion ou même la même de votre outil plus, les rouler à l'extérieur. Donc, c'est sûr, par contre, que les rouler vont créer un lien. Donc, le lien, par exemple, devrait être brisé à l'aide probablement d'un rachat croisé. Par contre, cette année, il y a eu des modifications par exemple 55.2 de la loi de l'impôt. C'est sûr qu'il va y avoir des impacts à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir analyser la chose et voir s'il va y avoir une implication 55.2, ce qui est pratiquement sûr, les changements de cette année. En fait, le 55.2, juste pour vous mentionner, c'est une loi anti-évitement qui va empêcher une présomption du gain en capital
qui va faire le dividende intersociété non libre d'impôt imposable comme un gain en capital. Les actions privilégiées. C'est sûr que lorsqu'on va vendre des actions privilégiées, il y a quelques années, vous avez procédé à un gel successoral, dont les actions privilégiées de 2,4 millions. En fait, lorsque vous avez introduit la fiducie, ils ont une juste valeur de 2,4 millions. C'est sûr que ces actions-là auront un impact, c'est sûr qu'il va y avoir un gain en capital sur la disposition de ceux-ci de 2 390 000 $. Donc, c'est un montant assez considérable à prendre en note, sans compter non plus le gain en capital que la fiducie aura sur la disposition des actions ordinaires. L'avantage que ce soit les actions ordinaires sont détenues directement par les fiducies, c'est la multiplication de la discussion pour gain en capital. Évidemment, votre conjoint est aussi bénéficiaire de la fiducie. Donc, il y aura une possibilité, en fait, d'attribuer une partie du gain en capital à votre conjoint, puisque vous allez être 100% responsable de la discussion pour, du gain en capital résultant des actions privilégiées. Donc, à ce moment-là, il y aurait une double utilisation de discussion pour gain en capital, ce qui vient encore mettre un peu plus de poids sur l'avantage de la vente d'actions. Les impacts, les items à prendre en considération à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y aurait un gain en capital, c'est plus avantageux qu'un dividende. La déduction pour gain en capital qui est un montant assez considérable, 824 176 en 2016. Donc c'est assez important, surtout qu'il est doublé. Et l'impôt minimum de remplacement. C'est sûr que lorsqu'on parle d'un gain en capital, c'est sûr que l'impôt minimum de remplacement va s'appliquer. C'est pas tragique un impôt minimum de remplacement, c'est remboursable au cours des prochaines années. Par contre, il faut prévoir le débourser lors de la facture d'impôt de cette année. Si on continue, en fait, la structure actuelle de votre société est plus faite comme ça. Donc, vous détenez une société de gestion ainsi qu'une société opérante qui est Aqua Inc. et ainsi qu'une fiducie familiale qui inclut aussi comme bénéficiaire la société Outils Plus. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a parti de ça ici, puis on a un peu travaillé, en fait, pour vous suggérer une nouvelle opérante. C'est sûr, en fait, que la structure va beaucoup changer si on va plus du côté de la vente d'actions et de la vente d'actifs. Si on vend les actifs, l'avantage, c'est qu'on pourrait conserver la société Aqua Inc. et opérer l'entreprise à même celle-ci, ce qui empêcherait la manœuvre fiscale de tantôt de sortir les actifs de la société, puisqu'il pourrait rester à même cette société-là et opérer comme ça. Par contre, la vente d'actions ne permettrait pas ceci. Il faudrait créer une nouvelle société qui serait placée à la même endroit que Aqua Inc. Vous voyez également qu'on a rajouté une nouvelle société, PureCo. C'est un nom purement fictif qu'on a inventé. En fait, ça ici, c'est puisque il y a des bénéficiaires, en fait, il y a eu un roulement, donc il y a peut-être des règles d'attribution corporative qui pourraient s'appliquer. Pour pouvoir éviter ça, il faut s'assurer que la société reste une société exploitée, une SCPE, en fait, une société exploitant une petite entreprise. Pour ce faire, en fait, il faudrait, au fil des années, si vous faites beaucoup de bénéfices, il y a des possibilités que vous dépassez 90% de non-pur. Donc, selon cette façon-là, il serait possible de verser le surplus à la fiducie qui, elle, le réattribuerait sous forme de dividende à sa PureCo. Donc, l'argent serait libre d'impôt par en bas. Et si jamais les bénéficiaires n'auraient besoin d'un autre dividende, libre d'impôt pourrait être fait pour être distribué là, par la suite aux bénéficiaires. Donc, ce serait probablement la structure qu'on vous recommande. Par contre, au niveau de la fiducie familiale, il y a quelques petites règles à faire attention. Il y a des enfants mineurs dedans, donc s'assurer qu'aucun dividende n'est versé aux enfants mineurs pour ne pas pouvoir avoir droit, pour ne pas entraîner en fait là, une rétribution, un kill tax qu'on appelle en fait la règle de fractionnement de revenus pour les enfants mineurs. Également, il faut s'assurer que 75.2 ne soit pas appliqué. En fait, une règle anti-évitement pour pas que le créateur en fait soit aussi bénéficiaire, pas que les sommes soient revenues en fait au donateur. Donc, ce serait quelques petites choses à vérifier au niveau de la fiducie, mais en gros, c'est probablement la seule qu'on vous recommande. Et également, on vous recommande également une vente d'actifs, dû au fait que la vente d'actions entraînera 2 gains en capital, et les actions privilégiées également les actions ordinaires. Puis que seulement les ventes d'actifs, vous créez seulement 1 million de gains en capital, dû au fait que vous avez évalué à 2,3 millions les actifs, les immobilisations ainsi que l'achalandage. Et que le client, le fishnet, est seulement intéressé, probablement juste la marque commerciale et tout ça. Donc, on estime seulement 1 million de dollars. Donc, 999 000 de gains sur disposition d'immobilisation admissible, prêt. Donc, il y a quelques actifs dedans, mais très minimes. Donc, ça implique une imposition de 500 000 $, donc beaucoup moins élevée là, du côté que du côté de la vente d'actions. Vous nous avez également demandé de calculer l'estimation de l'impôt à payer des sociétés et personnels. Donc, pour commencer par la société, nous avons débuté par, comme point de départ, la réconciliation des bénéfices. Donc, en partant du bénéfice comptable, on a fait quelques ajustements afin de parvenir au revenu net fiscal sur lequel on va se baser pour calculer l'impôt à payer.
Donc, nous allons discuter un petit peu plus loin des éléments qu'on a ajoutés en détail. Par contre, ici, on va seulement attirer votre attention au niveau de l'amortissement fiscal qu'on a calculé. Donc, en effet, l'amortissement fiscal se fait là, sur 3 actifs, comme vous pouvez le voir, là, soit le bâtiment, l'équipement, puis les véhicules, si je ne me trompe pas. Donc, c'était juste de vous mentionner que puisque le bâtiment, selon nous, il faudrait vérifier évidemment, est utilisé à plus que 90% des fins d'activité commerciale, on a droit à un 4% de plus sur le taux de base qui était de déjà 4% pour la catégorie 1 d'amortissement. Puis, selon ce qu'on a compris des informations que vous nous avez données, également, le bâtiment sert principalement à des fabrications de biens ou de transformation. Donc ça donne droit à un 2% supplémentaire aussi pour le bâtiment, pour un total de 10%, là, tout rassemblé ensemble. Puis le 2% là, qui s'applique aussi pour les biens de fabrication et de transformation, selon nous, il faudrait encore vérifier avec les différents équipements que vous possédez, pourrait s'appliquer sur les équipements. Donc on a pris l'hypothèse qui s'appliquait sur l'ensemble des équipements, donc ça serait quelque chose à vérifier là, en pratique là, pour vraiment déterminer lesquels s'appliquent pour la transformation et la fabrication. Puis, on va attirer également votre attention au niveau de la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, étant donné que vous avez un revenu fiscal inférieur à 500 000 vous avez une déduction de 17 dans la facture d'impôt à payer. Juste mentionner que c'est un revenu d'entreprise exploitée activement, inférieur à 500 000 Merci. Dans les éléments à considérer, nous avons ciblé les dons que vous avez faits. Donc, premièrement, il y avait un don à un organisme de bienfaisance. Celui-ci est admissible à un crédit d'impôt. Donc, on l'a précédemment ajusté dans le calcul de l'impôt à payer. Toutefois, vous avez effectué un don au comité des Jeux du commerce 2017. Toutefois, celui-ci ne sera pas déductible étant donné que ce n'est pas un organisme de bienfaisance. De l'autre côté, pour ce qui est de l'assurance-vie, de votre assurance-vie personnelle, étant donné qu'il a été contracté dans le but d'offrir une garantie pour des actifs que vous avez acquis pour l'entreprise et que la valeur de l'assurance-vie n'excède pas le prix payé pour les actifs, celle-ci est déductible. Pour ce qui est des frais de repas d'employés et des frais d'affaires, nous avons émis l'hypothèse qu'il était entièrement engagé dans le but de repas d'affaires. Donc, toutefois, il faut juste savoir qu'il y a une petite distinction entre les deux. Donc, pour fin d'affaires, ça va être des frais qui sont déductibles seulement à 50 % pour les frais d'employés. Par contre, ça peut être déductible à 100 %. Toutefois, ça va être un avantage imposable pour vos employés. Il va falloir l'ajouter sur leurs relevés fiscaux. Pour ce qui est du congrès, donc l'information n'était pas disponible à savoir si vous faites partie d'une association professionnelle et dans quelle région celle-ci est située. Votre congrès a eu lieu au Japon, si ma mémoire est bonne, donc à l'étranger. On serait vraiment impressionné étonné plutôt que ce soit un frais qui est déductible. De plus, vous avez payé la portion de votre mari qui n'est pas employé de la société. Donc, par le fait même, ceci est considéré comme un avantage accordé à une personne liée à l'actionnaire. Donc, vous allez être personnellement imposé sur ce montant. Pour ce qui est des créances douteuses, il faut savoir que si c'est une provision, il va falloir déduire l'année prochaine ce qui a été, ajouter au revenu l'année prochaine ce qui a été déduit cette année, et ainsi de suite afin de faire les ajustements. On voit que c'est une manœuvre que vous faites à chaque année, donc il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là, puis le montant est sensiblement le même. Toutefois... Seulement préciser aussi que pour que la déduction soit accordée lorsqu'on prend une prévision pour créance douteuse, il faut faire une analyse du compte par compte. C'est vrai, merci. Puis, il faut également s'assurer, si ce n'est pas une provision, mais que c'est vraiment une créance qui est douteuse, donc qui est irrécouvrable, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le rajouter au revenu l'année prochaine, c'est tout simplement déductible. Pour le loyer, on n'était pas certain à ce niveau-là parce que vous détenez un bâtiment ainsi que le terrain, donc on ne savait pas trop d'où venait ce loyer. Donc, il faut faire attention. Si c'est un loyer qui est payé à quelqu'un, ça peut soit être un avantage imposable. Si c'est à vous, personnellement, c'est non déductible. Puis encore là, vous allez avoir un avantage imposable. Donc, finalement, voici le calcul de l'estimation de l'impôt à payer pour la partie 1. Donc, au niveau fédéral, il faut savoir que vous allez également avoir de l'imposition au niveau provincial. Donc, on pourrait y revenir plus tard. Puis, la facture d'impôt, il faut prendre note qu'elle doit être payée 6 mois après votre fin d'exercice. Donc, dans ce cas-ci, au plus tard, le 30 janvier 2017. Donc, je vais enchaîner aussi là, avec votre impôt personnel. Donc, on a fait des petits calculs estimatifs, puisque en fait, la fin d'année de votre entreprise termine le 30 juin, puis vous avez un salaire seulement là, pour cette période de temps-là. Mais lorsqu'on fait l'imposition des particuliers, c'est une imposition là, sur une base de caisse. Donc, là, il faudrait regarder là, à partir de la deuxième année quel montant vous avez reçu là, comme salaire, puis l'inclure aussi là, au salaire
à 3A. Donc, rapidement, on a inclus le 20 000 pour l'année d'imposition précédente. Cependant, on a oublié là, de le diviser en deux, là, puisqu'il y a une partie là, qui est attribuée à l'année précédente, étant donné que l'année fiscale ne concorde pas avec l'année d'imposition du particulier. Puis, on a aussi ajouté l'avantage à l'actionnaire relié au congrès. Donc, ce n'est pas déductible, puis c'est imposable pour vous. Donc, une double imposition, c'est très pénalisant. Le dividende, c'est un dividende déterminé puisqu'il provient du compte du CRTG. Puis le CRTG, en fait, là, selon le principe d'intégration en fiscalité, puisque c'est de l'argent payé avec un taux d'imposition supérieur, la majoration et le crédit relatif va être inférieur qu'un dividende autre que déterminé. Donc, rapidement, l'impôt payable est de 53 000 en considérant le crédit d'impôt pour dividende. Évidemment, on n'a pas considéré les autres crédits d'impôt. Ça, c'était seulement un but présentatif selon les informations que vous avez données, mais comme d'habitude, comme les autres années, vous avez le crédit de base personnelle, etc. Puis, j'ai seulement mentionné aussi là, que vous n'avez pas de contribution REER. Le plafond annuel en 2016 était 25 300 $ environ. Cependant, il faut faire un calcul en fonction là, du revenu gagné. Puis vous avez un faible revenu gagné puisque ça inclut seulement le salaire et les avantages imposables. Donc on pourrait entrer en détail puis faire un calcul complexe, mais on n'a pas pris le temps de le faire en ce moment. Puis ce serait une option à considérer là, pour diminuer votre revenu, puisque les contributions REER en dessous du plafond sont déductibles. Puis pour votre mari, on a aussi le calculé rapidement, donc son salaire qu'il reçoit 120 000, puis sa déduction maximale au REER qui est évidemment déductible. Puis on a estimé un taux d'imposition de 50% marginal juste à la fin démonstrative. Évidemment, là, ce n'est pas la réponse exacte. On voulait juste vous mentionner que le fractionnement de revenus semblait inutile dans ce cas-ci. Vous nous avez fait part qu'il offrait des services gratuitement, mais étant donné qu'il dépasse déjà le taux d'imposition marginal supérieur, lui attribuer un salaire ne constitue pas un fractionnement de revenus. Donc, c'est tout pour notre présentation. Puis, si jamais vous avez des questions, on est libre pour y répondre. Vous avez mentionné que vous alliez faire une purification puis un rachat croisé. J'ai manqué un peu les dernières étapes. Comment exactement vous allez réaliser le rachat croisé? En fait, ce serait de rouler les actifs en tant que tel en échange d'actions privilégiées. Donc, en fait, le problème avec ça, c'est que ça crée un lien entre la société nouvellement créée, ou UDICO, et la société Aquapro, ce qui ne règle pas vraiment le problème. Ensuite de ça, il faudrait rouler quelques actions ordinaires qu'on possède envers la société pour pouvoir qu'elle ait aussi un lien. Donc, aussitôt que les deux seront rachetés, ça créera une dette de chacun des côtés qu'on éliminera par la suite. C'est les actions ordinaires que tu vas échanger? Ça serait qui est détenu par la fiducie? Oui, c'est les actions ordinaires qui sont destinées. C'est eux autres que vous allez utiliser pour faire le rachat croisé. On pourrait faire ça, oui. Dans votre nouvelle structure que vous nous recommandez, je veux juste m'assurer que ma compréhension est bonne. Le PURCO que vous nous avez recommandé d'implémenter, c'est bien une société opérante? C'est plus une société de gestion, en fait, dans laquelle toutes les liquidités excédentaires qui ferait qu'on dépasserait les 90 % pourraient se retrouver pour pouvoir s'assurer que rester en bas des actifs non purs, en fait, reste en dessus du 10 %. Et donc, c'est une société de gestion que vous allez mettre bénéficiaire de la fiducie? Exact. Bénéficiaire comme actionnaire, puis la fiducie sera actionnaire également pour pouvoir retourner l'argent également. Fait que la compagnie de gestion outil, dans ce cas-là, est-ce qu'elle a avancé vers quelque chose? Mais c'est ça, nous, présentement, en fait, on ne savait pas si vous vouliez utiliser la société outil, si elle était utilisée présentement. Elle pourrait aussi être utilisée, on pourrait aussi la transférer sous la fiducie pour pouvoir faire la même chose, mais présentement, on n'a pas de détails de ce qui est dans l'outil. Donc, est-ce qu'il y a des immeubles locatifs ou non? Est-ce que vous voulez vraiment perdre le contrôle de ces actifs-là? Non. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une nouvelle, mais il y aurait une possibilité si elle est vide ou si il y a des liquidités dedans. Merci. Merci. Merci.